Chers amis, chers auditeurs de Toxin, bonjour, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Voilà, tous les soirs de l'été à 18 heures, en tout cas les 2 dernières semaines d'août. Nous, le Toxin est avec vous au quotidien pour couvrir cette actualité très riche qui ne s'arrête pas, qui elle ne prend pas de vacances estivales. Et avant de commencer cette émission, d'abord un très grand merci à vous, puisque depuis hier, nous avons gagné près de 3000 abonnés en moins de 24 heures sur notre chaîne YouTube. C'est absolument inouï, et donc ça montre qu'il y a un vrai engouement cet été sur Toxin. Et voilà, ça nous booste vraiment pour vous proposer la meilleure des rentrées possibles avec les meilleurs chroniqueurs. Et en parlant de chroniqueurs Toxin, de très bons chroniqueurs Toxin, eh bien, je suis justement heureux d'en avoir un aujourd'hui avec moi pour couvrir l'actualité, notamment en ce qui concerne les États-Unis. C'est Maître Renaud Bochard. Bonjour, Maître. Bonjour Valentin. Alors, merci d'être avec nous. Donc, pour les très rares auditeurs de Toxin qui ne vous connaîtraient pas, hein, alors que vous êtes chroniqueur sur Toxin d'ailleurs, vous couvrez cette actualité américaine. Vous êtes avocat avant tout, auteur du Substack Les Chroniques égrégoriennes, dont je mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent suivre voilà, vos Merci. écrits. Et puis, auteur du livre Christopher Lash, un populisme vertueux aux éditions Michelon. Voilà, là aussi, je mettrai le lien en description si des auditeurs veulent s'intéresser à vos écrits et à Christopher Lash. Alors, je voulais revenir avec vous aujourd'hui, Renaud Bochard, sur deux personnages qui ont pas mal fait grincer de dents en haut lieu cette semaine. Il s'agit évidemment de Donald Trump et d'Elon Musk, donc, qui ont fait un entretien sur Twitter. Elon Musk a interviewé Donald Trump pendant près de 3 heures sur Twitter lundi. Alors, il y a eu quelques problèmes techniques, comme quoi Toxin n'a pas l'apanage des problèmes techniques, hein, ça peut même arriver au meilleur. Alors, on va peut-être pas s'apesantir sur le fond, parce qu'effectivement, ça a été, on va dire, des sujets phares de Donald Trump qu'il a développé. Mais là où c'est intéressant, c'est au niveau du symbole, puisqu'il y a 4 ans, pour la présidentielle de 2020, eh ben, c'était justement sur Twitter que Donald Trump s'était fait censurer son compte. Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, le compte de Donald Trump a rouvert et on a même basculé dans une forme de soutien plus ou moins officiel à Donald Trump de la part d'Elon Musk. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur cette symbolique-là, cette analyse-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel intérêt a Elon Musk à afficher ses sympathies pour Donald Trump? Et puis ensuite, on ira plus loin aussi on parlera notamment de Thierry Breton. Moi, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en fait sur l'intérêt d'Elon Musk à organiser cet entretien avec Donald Trump. Je m'attarderai à quelques points précis quand même. D'abord sur la question des difficultés techniques, c'était assez intéressant puisque Musk a allégué que ce serait en fait la conséquence d'un hack d'un acte de cyberpiraterie qui aurait été destiné en fait à prévenir la diffusion de l'interview de Trump. On a vu d'ailleurs une couverture des médias américains, des médias mainstream, en utilisant de façon répétée et rituelle le terme de glitch, donc qui est en fait un problème technique et en disant, c'est quand même un paradoxe que le géant de la tech, qui est Elon Musk, soit incapable de conduire une interview dans des conditions techniques décentes. C'était d'ailleurs, à ce titre, tout à fait intéressant, puisque la première grande interview qu'Elon Musk avait faite sur Twitter, c'était l'interview de Ron DeSantis, lorsque celui-ci avait annoncé sa candidature sur Twitter. Et à l'époque, la même chose lui avait été reprochée en disant il y a eu des problèmes techniques dans l'interview de DeSantis. Encore une fois, vous voyez Elon Musk, ce géant de la tech qui est incompétent sur le plan technique. Donc c'est vraiment c'était beaucoup plus intéressant que ça, la question des difficultés techniques. Et tout ça doit Hmm. être mis en relation avec en même temps les mêmes affirmations rituelles, cette fois-ci sanctionnées par le mot joy, joie, autour de l'engouement, soi-disant, pour la campagne de Kamala Harris, de l'énorme propagande sur l'engouement autour de la candidature de Kamala Harris, qui, je rappellerai, il y a juste à peu près un mois, a été considérée comme une vraie calamité, une responsabilité, et en fait, quelque chose vraiment une personne
assez dommageable en fait au parti démocrate. Donc en fait, on voit un complet changement d'orientation de la part des médias mainstream vis-à-vis de Kamala Harris. Sur en même temps, alors le symbole effectivement de Trump interviewé par Musk sur Twitter, bon, ben, là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est effectivement, ça signe. D'abord, c'est quand même une opération d'Elon Musk avant tout, qui se promeut comme le champion de la liberté d'expression sur la planète. Et effectivement, quoi de plus symbolique que d'interviewer Trump alors que Twitter avait annulé, avait suspendu le compte de Trump après les événements du 6 janvier. Donc ça là-dessus, c'est une bonne opération de la part d'Elon Musk. Mais je pense qu'il y a même quelque chose de plus symbolique. Alors bon, ça dit sur les accusations de favoritisme de Donald Trump, d'Elon Musk vis-à-vis de Donald Trump et du Parti républicain. Là-dessus, c'est très simple. Hein. Ce sont des accusations qui sont non fondées, puisque immédiatement, d'ailleurs, Elon Musk a proposé d'interviewer, selon le même format, Kamala Harris. Donc là-dessus, pluralité absolue du média Twitter. De la même façon, je pense que la prochaine grande interview par Musk que nous verrons sur Twitter, c'est celle de RFK Jr., qui, lui, saisira la balle au bon en allant se faire interviewer, en bénéficiant de l'extraordinaire publicité d'une interview par le propriétaire de Twitter. Donc là-dessus, Si je sur peux me permettre quand sur même, les... Renaud Bochard, sur la question du côté partisan d'Elon Musk, effectivement, il propose d'interviewer tous les candidats à l'élection présidentielle, donc on peut saluer cette ouverture-là, mais lui-même, Mm. sur son compte personnel, critique beaucoup Kamala Harris. Alors, sans doute à raison, mais enfin, il a quand même, notamment, il accuse. Alors, on sait qu'il est en croisade personnelle contre le wokisme, parce que je crois que il a un de ses enfants qui justement a coupé les ponts avec lui en raison de ses convictions woke. Mais voilà, il y a quand même lui-même n'est pas une personne, mais d'ailleurs personne n'est objectif, hein, je veux dire. Euh, mais voilà, il y a quand même, on peut pas dire qu'il Ouais. est complètement neutre dans l'affaire, même si effectivement cette non-neutralité peut se justifier. C'est un homme libre qui fait absolument ce qu'il veut. Oh, ben, c'est-à-dire que je dirais que quelque part, Elon Musk réactive les vieux médias, quelque part, les vieux médias d'opinion tels qu'ils Hmm. existaient auparavant. Lorsqu'on regarde quelques minutes d'une chaîne comme CNN, MSNBC, ou qu'on écoute quelques minutes d'une station de radio comme NPR, vous avez des chaînes qui sont extrêmement partisanes Hmm. vis-à-vis du Parti démocrate, au point qu'elles ont carrément fusionné en fait avec le Parti démocrate. En fait, d'ailleurs, trouver un grand nombre d'anciens membres du Parti démocrate ou d'employés, de fonctionnaires des administrations démocrates qui émargent dans des chaînes comme CNN, MSNBC, et je ne parle pas en plus, alors là, du côté de l'aspect encore plus problématique des conseillers en termes de sécurité nationale, qui sont des anciens directeurs de la CIA d'administration démocrate, qui émargent dans des chaînes comme MSNBC ou CNN, qui est encore un plus grand problème pour la démocratie. Donc, le fait que Musk ait affiché un soutien à Trump et interview Trump sur le média qu'il possède n'est pas quelque chose Bien qui devrait être choquant bien sûr. quand on pense à tout ce qui se passe dans des journaux comme le Washington Post ou même sur des plateformes comme Meta. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça rétablit un rapport de force. Donc, Exactement. justement, l'avantage, c'est on sort un petit peu de ce mythe qui a régné dans les médias mainstream pendant longtemps de l'objectivité des journalistes. Et en fait, on a un contre-narratif qui permet à la démocratie de respirer, tout simplement. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant cette
trouée d'Elon Musk et cette volonté en tout cas, d'afficher, d'autoriser d'autres opinions et même de promouvoir d'autres opinions qui ne sont pas promues ailleurs dans les principaux canaux d'information. Non, alors là-dessus, il y a un côté quand même très intéressant quand même aussi de la part d'une coalition en fait d'oligarques qui se viennent se ranger derrière Donald Trump, voire adoptent une posture assez neutre vis-à-vis de quelqu'un comme RFK Jr. On voit en fait se mettre en place une espèce de rivalité entre oligarques sur des lignes politiques, alors qu'on était dans un front uni en faveur du parti unique dans ses branches républicaines et démocrates. Parce que, encore une fois, je rappelle que Donald Trump s'est emparé du parti républicain contre la volonté de l'establishment républicain, de la branche républicaine du parti unique. Donc là-dessus, c'est très intéressant quand on voit non seulement le basculement en fait d'anciens soutiens démocrates du Parti démocrate, comme Elon Musk d'ailleurs justement, mais aussi des gens comme Bill Ackman, où vous avez des gens comme Peter Thiel, qui était plutôt un soutien du parti libertarien. Donc vous avez quand même un alignement maintenant d'oligarques en faveur d'une alternative qui serait une alternative plus populiste vis-à-vis de l'internationalisme globaliste et progressiste. Et là, ça devient quelque chose de très intéressant. Donc en fait, on voit un affrontement, on voit un rééquilibrage des forces au sein de l'oligarchie entre des gens comme Elon Musk et George Soros, les Pritzker, etc., qui sont des soutiens du mondialisme progressiste. Alors, en parlant de ce mondialisme progressiste, on voit qu'il y a cette interview, en tout cas cet entretien a suscité beaucoup de réactions, notamment en Europe et notamment dans l'Union européenne, avec Thierry Breton, donc, qui s'est illustré par l'envoi d'une lettre qu'il a envoyée juste avant l'interview, donc le lundi 12 août, en rappelant à Musk, je crois, ses devoirs de modérateur et ses devoirs de pluralisme, alors que justement il interviewait un candidat pour l'élection présidentielle, ce qui est assez paradoxal. Et puis on a vu cette réponse, voilà, tout à fait à l'image de Musk, donc de la part d'Elon Musk qui lui a dit d'aller, je ne peux pas le dire à l'antenne, on ne peut pas le dire malheureusement parce que ça ferait, ça ferait sauter la vidéo. Et puis ensuite, alors voilà, je vous laisse analyser cette situation. Mais on a quand même aussi, ce qui est intéressant, l'Union européenne qui a fini par désavouer Thierry Breton. Là où on aurait pu penser que l'Union européenne s'entêtait à soutenir un petit peu le camp mondialiste, elle a désavoué Thierry Breton en disant qu'elle n'était pas au courant de cette lettre et que c'était une initiative personnelle. Donc voilà encore quelque chose d'une forme de basculement quand même dans les rapports de force entre, on va dire, le camp mondialiste et puis le camp plus patriote nationaliste. Oui, alors Thierry Breton s'institue en fait comme l'Européen le plus détesté des Américains. C'était déjà un statut qu'il était en mesure de posséder depuis un certain temps avec avec le règlement européen d'ISA. Et là, en fait, moi, je reprendrai quelques formules qui ont été utilisées par des commentateurs des médias libres américains comme Walter Kern, par exemple, ou comme l'excellent Jeff Childers, qui est l'animateur du Substack Coffee and Covid. Voilà ce que disait Walter Kern. C'est les seigneurs diaboliques de la vieille Europe, pétris de ressentiment contre l'expérience des États-Unis, ont envoyé une lettre de menace à l'homme le plus riche de la planète, l'informant qu'il pourrait être, le cas échéant, en violation de lois européennes, en interviewant Donald Trump, l'ancien président des États-Unis et candidat du Parti républicain à l'élection à venir. Si on veut un résumé un peu plus technique de la situation, voilà comment Childers, qui est d'ailleurs un juriste, le présentait. Il disait Breton voulait en fait que l'interview soit diffusée en léger différé, de façon à permettre aux régulateurs européens de censurer les propos de Donald Trump que le régulateur européen n'aimerait pas. Donc, et voilà, en gros, en cas de refus d'Elon Musk d'accéder à la demande de Thierry Breton, les choses pourraient mal se passer pour X dans le cadre de l'enquête en cours du régulateur européen sur la désinformation sur Twitter.
En termes plus directs, voilà comment Childers le présente. C'est un joli réseau social que vous avez là. Ce serait dommage qu'il lui arrive malheur. On rentre vraiment quand même dans des espèces dans une, des menaces qui ressemblent à des menaces de gangsters de la part d'individus comme Thierry Breton. Il n'y a pas d'autre façon de réagir à ça que la façon dont Elon Musk a répondu avec un mime qui vient du film Tropic Thunder en disant, je n'emploierai pas le mot, vous inquiétez pas, mais take a step back and literally F your own face. Je crois que c'est la seule façon de répondre à des individus comme aussi sinistres que Thierry Breton, qui vient de faire exactement une action d'interférence en fait là, parce que bon, c'est quand même un régulateur européen qui menace une des plus grandes plateformes de réseau social au monde de sanctions, voire d'être déprogrammé parce qu'il aurait diffusé, parce qu'il diffuse une interview du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, qui est un ancien président des États-Unis. Comment qualifier ça si ce n'est par le terme d'interférence dans les élections? Chose qui a été en fait le lot quotidien pendant toute la première présidence de Trump, en disant que le Trump avait été élu grâce à des interférences russes dans l'élection américaine. Donc là vraiment, je pense qu'il n'y avait pas d'autre en même temps possibilité pour la Commission européenne de ne pas perdre la face que désavouer l'opération apparemment individuelle et sans concertation très imprudente de Thierry Breton. Moi, je Surtout que pense c'est que Thierry un homme, Breton, un monsieur qui n'est même pas élu. On aurait pu. ah ben, ça c'est tout le problème de la technocratie. Voilà, non mais Euh, c'est quand même vraiment grotesque qu'un homme qui n'est pas élu, qui a été nommé là par, par un président qui lui-même a été élu dans des conditions vraiment chaotiques, d'envoyer un message à Elon Musk et de lui donner des leçons de démocratie, quoi. C'est quand même, il y a que l'Union européenne pour faire ça dans le monde. J'ajouterais, il y a que l'Union européenne et Thierry Breton est le représentant le plus Voilà. burlesque de cette forme de pouvoir tyrannisante et de plus en plus totalitaire qui est l'Union européenne. Donc là-dessus, Thierry Breton est en train de devenir une parodie en fait cet ordre technocratique. Donc là-dessus, c'est vrai que bon, c'était en fait, quelque part, je trouve que Thierry Breton est une sorte d'allié de circonstance pour nous, puisque on tombe quand même dans l'outrance, mais la plus ridicule. Et la plus burlesque. Hein. Alors, je voudrais continuer justement de parler d'Elon Musk, parce que donc on voit que, en tout cas, certains commentateurs, certains médias ont émis l'hypothèse qu'il serait prêt à collaborer avec Donald Trump si celui-ci était élu, notamment pour l'aider à réduire les dépenses publiques. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk peut vouloir aussi jouer un rôle politique plus explicite, on va dire? Ou est-ce que voilà, vous le voyez simplement comme un chef d'entreprise qui agit selon ses intérêts, qui est un féru de communication et qui donc voilà, joue avec les fantasmes des uns et des autres pour se mettre en avant et nourrir le succès de ses entreprises? Je crois que ça va même plus loin que ça. Elon Musk, c'est un bon Un bon lapsus lapsus. révélateur. Je pense qu'Elon Musk est en train de se positionner et déjà en fait l'icône d'une nouvelle forme de pouvoir qui est en train d'émerger, qui a été définie d'ailleurs par quelqu'un comme N.S. Lyons ou Mary Harrington comme ce qu'on appelle le right-wing progressivism. Et je pense que c'est vraiment la matrice du futur. Même, on peut, alors, on peut spéculer sur le fait que Elon Musk rentre directement dans l'arène politique en se présentant comme le successeur de Trump ou qu'il intervienne de façon beaucoup plus lourde en soutenant un certain nombre de personnalités politiques, les lignes politiques. On peut penser effectivement que si la personnalité, si J.D. Vance devient une personnalité populaire, soit plus commode en fait pour un oligarque comme Elon Musk de tirer les ficelles
en soutenant une personnalité comme J.D. Vance. Ça, l'avenir le dira. Mais il est évident que Elon Musk rentre dans l'arène politique. Et déjà, quelque part, oui, Mary Harrington le présentait comme l'icône avec un certain nombre de personnalités comme Mark Andreessen ou Peter Thiel, comme les icônes de ce right-wing progressivisme, de progressisme droitier, comme on pourrait le dire, qui n'est pas du tout qui est pas du tout un conservatisme. Hein. Attention. Et je pense qu'il existe déjà une matrice pour ce projet, pour cette tendance politique dans la personne de Bukele, le président du Salvador. Bukele est connu pour avoir été élu et être parvenu en fait à juguler le crime, la criminalité par les gangs dans le Salvador, qui en faisait le pays le plus dangereux de la planète, des zones de guerre chaude. Bukele est réélu avec plus de 75% après avoir mais vraiment vaincu les gangs. Mais ce qu'on dit assez peu, c'est que Bukele est en même temps une espèce de leader très techno-enthousiaste et qui mêle en fait techno-enthousiasme et une sorte de politique sécuritaire assez viril. Je voudrais juste donner un certain nombre d'éléments qui font partie en fait des politiques mises en place par ou des plateformes de la plateforme politique de Bukele au Salvador, un soutien aux bitcoins comme des monnaies légales, la reconstruction d'une bibliothèque nationale qui devient une sorte d'exposition universelle permanente ou un salon de l'innovation technologique permanent, plus qu'une bibliothèque. Il a aussi émis 5000 visas gratuits au profit de scientifiques, ingénieurs, docteurs, artistes et philosophes de grand talent. Donc en fait, l'idée d'une immigration choisie, tout en ayant des politiques qui sont plus ancrées, plus enracinées, comme par exemple une promotion du petit commerce, des marchés de producteurs et donc des choses qui appellent plus en fait à des tendances politiques enracinées, mais on voit se dessiner quand même un axe qui est essentiellement très techno-enthousiaste qu'Elon Musk incarne aux États-Unis avec des gens comme Peter Thiel. Donc je pense que c'est là-dessus que ça devient très important, parce qu'on voit se dessiner une alternative. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le progressivisme technocratique est en train de s'effondrer. Et chaque fois qu'il parvient par des accidents qui sont d'ailleurs, on voit très très bien ce qui s'est passé avec les élections britanniques, où la majorité Labour a été élue non pas par soutien, par engouement pour le Labour Party, mais par un rejet du conservatisme incarné par Rishi Sunak et le parti Tory actuel. Et Donc, par, si je peux me permettre, une division des voix justement au sein de ce camp conservateur, puisqu'il y avait oui, essentiellement c'est aux divisions de voix que le Labour doit son succès. Et au système de scrutin forcément électoral. donc on voit très bien que lorsqu'ils sont élus, et c'est le cas en même temps en Pologne, lorsqu'ils sont élus, on voit apparaître des administrations en fait post-libérales, progressistes, plutôt d'extrême centre, qui sont extrêmement autoritaires, extrêmement dures. En Pologne, je rappellerai quand même qu'on arrête les opposants. On a vu ce qui s'est passé pendant l'administration Biden avec ce qu'on a infligé à Donald Trump. Et je ne parle pas en même temps de l'instauration de régimes sanitaires comme l'ordre covidien, etc. La poursuite de la guerre perpétuelle par l'État, le complexe militaro-industriel américain. Enfin bon, on voit quand même se mettre en place donc, des choses assez sinistres de la part de ces administrations progressistes. Donc, voit des illustrations progressistes qui mènent le peuple de crise en crise.
On voit que les crises sont de plus en plus aiguës. Maintenant, c'est une crise succède à l'autre. On avait une crise à peu près toutes les décennies, ou voire toutes les 2 décennies. Maintenant, on en a une tous les 3 mois, en fait. Donc, on voit une multiplication de ces crises par cette technocratie progressiste et se mettre en place une alternative qui serait une alternative qui répond quand même à des problèmes. C'est le cas de Bukele. Il répond à un problème, le problème de l'insécurité par les gangs, et le résout. Tout en poursuivant une espèce d'agenda très très techno-enthousiaste. Et je pense que c'est ce qu'on va se voir. En fait, on se retrouve dans une situation où, d'ailleurs, il y a un grand nombre de gens qui ne votaient pas et qui tout d'un coup voient deux alternatives se présenter. Vous avez l'alternative en fait techno-progressiste, qui est la continuation de la propagation des crises, de la multiplication des crises, de crises quasiment de l'institution en fait de la crise comme un mode de vie. Et vous avez de l'autre côté une espèce de promesse assez augustéenne, avec des leaders plus personnalisés. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que d'un côté, en même temps, vous avez du côté progressif, vous avez la Mm. promotion en fait de sortes de politburo, en fait, de pouvoir impersonnel. Mais Harrington appelle ça le pouvoir des saints, la swarm governance, en fait. Et vous avez de l'autre côté le retour en fait du mythe du grand homme, qui adresse, qui répond aux attentes de la population sur des points bien précis, mais continue en même temps à promouvoir une espèce de techno-enthousiasme, voire de transhumanisme. Je rappellerai quand même et Musk là-dessus est assez ambivalent Ouais, quand même vous sur m'ôtez les mots la de la question. bouche. Ouais. Non, non, Ouais. c'est vraiment très intéressant ce que vous expliquez, puisqu'effectivement, pour ceux qui voudraient voir en Elon Musk une sorte de sauveur, voilà, qui voudrait mettre à bas ce système, en tout cas au niveau de la technique, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que il faut aussi garder la tête froide et voir que l'invasion de la technique dans notre mode de vie est loin d'être terminée avec des personnages tels que que Elon Musk Elon Musk, hein. et que Bukele. Et on voit que pour ceux qui aspirent, je pense que c'est notre cas à nous deux, en tout cas Renaud Bochard, à une vie plus saine et plus voilà, basée sur les rythmes naturels de la vie, sur moins de technologie, plus de relations interpersonnelles, plus de valeurs, on va dire, humaines et traditionnelles. Elon Musk n'est pas du tout quelqu'un qui incarne ce genre de mode de vie. Il n'est pas quelqu'un qui incarne ce mode de vie, mais on se retrouve quand même malgré tout dans une opposition. En fait, c'est vrai que c'est, euh, on se retrouve dans une opposition entre la poursuite, hein, de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire de toute façon le monstre technologique, la machine, qui poursuit son chemin de façon inlassable, mais en créant des crises, et puis une espèce d'incarnation augustéenne de la machine qui va quand même répondre à des attentes. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre? On peut faire une sorte de pari pascalien. Si on veut, par exemple, c'est le cas dans une communauté catholique contre-culturelle, se dire qui va nous foutre le plus la paix? Est-ce que c'est le technocratisme progressiste tel qu'on l'a actuellement, dont on voit très bien qu'il devient de plus en plus agressif vis-à-vis de communautés comme la mienne, ou est-ce que c'est une sorte d'incarnation de augustéenne comme Bukele ou comme Elon Musk? Donc là-dessus, on peut faire de toute façon, nous n'avons rien à perdre. Et de toute façon, nous n'enrayerons pas la machine, puisque de toute façon, la machine va poursuivre sa route bien tracée entre soit l'alternative chaotique du progressivisme, soit l'alternative du progressivisme droitier, qui n'est pas du tout, encore une fois, je le rappelle, c'est pas du tout un conservatisme, hein. Donc, euh, quelque part, la question qui se pose, c'est de dire euh, où va-t-on trouver la meilleure possibilité Ouais. d'essayer Ou la de moins se pire. mettre à l'écart, la moins pire, Ouais. surtout
meilleures possibilités qui permettent en fait quand même de ménager des plages de liberté. Je rappellerai quand même une formule de Peter Thiel qui pour moi est tout à fait illustrative du phénomène que je suis en train d'expliquer. Voilà ce qu'il disait. Il dit, je ne crois pas que la liberté et la démocratie demeurent compatibles. Euh, bon, alors d'un côté, vous avez en même temps le modèle post-libéral. Il y a un modèle post-libéral existant et modèle post-libéral et autoritaire qui existe, c'est celui de la Chine. Mais celui de la Chine est considéré par, en tout cas, la majorité des peuples, des populations d'Occident comme quelque chose de beaucoup trop collectiviste, en fait, quelque chose de beaucoup trop ouvertement totalitaire. Donc, on voit se former une alternative du modèle augustéen à la Elon Musk ou à la Bukele, qui fait que il existe maintenant une alternative post-libérale au post-libéralisme productiviste et ce qu'on a appelé aussi le libéralisme autoritaire. Hein, donc, c'est en ça que ça devient très intéressant. Je crois que là-dessus encore la formule entre de Thiel. Alors, je voudrais rajouter là-dessus que ce ne sont que Musk, Thiel ne sont que des incarnations en fait oligarchiques, mais il y a un intellectuel américain qui s'appelle Curtis Yarvin qui exerce une vraie fascination en fait dans ce qu'on appelle l'online right, et Curtis Yarvin en fait lui-même d'ailleurs va directement proposer une espèce de modèle monarchique pour cet ordre de progressivisme droitier très techno-enthousiaste, donc vraiment un modèle, là c'est la formulation d'un véritable modèle augustéen. Ouais, c'est très intéressant. C'est presque dans ce que vous dites, je vois presque une opposition entre, on va dire, une forme de presque de bonapartisme, de césarisme. Exactement. Voilà, c'est la poursuite un peu de ce bonapartisme et de césarisme. Et puis, alors en opposition à une sorte de monarchie catholique traditionnelle, comme on en connaîtrait en France, qui serait elle plus conservatrice. Et puis, sinon, bah, la République démocratique, qui elle serait plutôt le camp progressiste démocrate. Voilà, donc c'est assez intéressant, ça reste comme quoi les clivages demeurent malgré les différentes conditions de vie. Donc c'est vraiment très intéressant cette analyse que vous venez de faire, Renaud Bochard. Je voudrais revenir sur... Welbeck, Oui, allez-y, je je vous en voulais prie. juste ajouter que Allez-y, oui. Welbeck avait avec la génie d'un romancier, envisagé cette opportunité d'une certaine façon dans ce roman Soumission. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, c'est vraiment, voilà, c'était très intéressant ce clivage qui va d'ailleurs parcourir l'actualité pendant encore de nombreux mois. Je voudrais revenir sur l'élection présidentielle américaine pour terminer. On a déjà dit beaucoup de choses. D'abord sur Donald Trump, puisque effectivement, euh, il- est-ce que selon vous d'ailleurs, il reste en position de force face à Kamala Harris malgré cette campagne électorale? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Puisque je rappelle que dans vos nombreuses chroniques sur Toxin, Renaud Bochard, vous étiez un des rares à être, comme je vous ai dit, pessimiste à raison, c'est-à-dire que vous prévoyez, vous, que il fasse l'objet d'un attentat, de quelque chose de complètement en dehors de la campagne électorale, avant donc cette tentative d'attentat en juillet. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un événement de ce genre encore? Alors, pas forcément un attentat, mais voilà, d'ailleurs, pourquoi pas des procès, puisqu'il en a encore quelques-uns à mener d'ici l'élection. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des accusations de piratage, notamment venu de l'Iran, de sa campagne, donc peut-être qu'on peut aussi revenir là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qui peut lui arriver d'ici les prochains mois? Est-ce que vous pensez que Kamala Harris est en mesure de le battre sur le plan électoral? Alors, qu'est-ce qui peut se passer? On va essayer d'éliminer en fait les hypothèses les moins probables. Les procès, c'est la débandade. Donc là-dessus, je pense que compte tenu en fait du rythme de la justice, maintenant, je crois que là-dessus, l'hypothèse des procès est à écarter. Est-ce qu'on est d'accord qu'il ne Euh, peut plus être déclaré inéligible d'ici l'élection? Enfin, tous ah les non, non, procès, voilà. Donc en non. fait, allez, je vous en prie. Sauf quelque chose d'extraordinaire s'il tuait quelqu'un ou enfin bon commettre vraiment une infraction pénale infamante d'ici entre maintenant et l'élection. Donc non, là-dessus Donc, même quelque part, même n'importe lequel de ces procès finirait par le renforcer presque au fond, au niveau de la population.
Oui, donc là, mais là, je pense que sur les procès, la question est résolue. Donc, il y a plus de écarter Trump ou le faire déclarer inéligible par la voie judiciaire, s'écarte complètement. La voie de l'assassinat, quand même, ce serait un peu difficile. Maintenant, c'est toujours possible. Ce serait quand même délicat. Deux tentatives d'assassinat quelques mois de l'élection présidentielle. Bon, je pense que là, ça se verrait, si vous voulez. La perspective la plus probable, et à mon avis, et ça l'était déjà pour moi, beaucoup plus que la perspective de l'assassinat, voire même que les procès, c'est le bourrage d'urne. C'est tout simple. Alors, en ce moment, on voit en fait une espèce de propagande en faveur de la campagne de Kamala Harris en disant c'est nouvelle incarnation de Jeanne d'Arc, je ne sais quoi. C'est vraiment la femme. Bon, on n'a jamais vu en fait une opération de propagande comme ça aux États-Unis, et Dieu sait si on a vu des opérations de propagande. Vous Donc dites que même là-dessus, quand il y avait Hillary Clinton, c'était moins intense que ce qui se passe en ce moment? c'était beaucoup moins Ah oui. intense que ce qui se passe en ce moment. Alors, ce qui est en revanche assez amusant. Alors là, je suis en France en ce moment, donc je peux pas, je peux pas vous donner un détail quotidien de tirer de mon quotidien je suis en France depuis quelques jours hein, seulement, donc je verrai à mon retour. Mais jusqu'à mon départ la semaine dernière, dimanche soir pour la France, j'avais toujours pas vu un seul panneau Harris, voire Biden avant. Alors que ces panneaux étaient, vous savez, ces panneaux que les Américains plantent sur leur propriété, sur le côté court, mais en sachant qu'il n'y a pas de clôture en fait dans la plupart des jardins américains, des banlieues résidentielles américaines. En 2020, vous aviez, mais moi j'habite dans un quartier qui doit voter à peu près à 98% démocrate. Vous aviez, c'était impossible quasiment de ne pas voir un tel panneau, à tel point d'ailleurs quand vous n'en aviez pas, c'était suspect, si vous voulez. Donc là, j'ai vu plus de signes en fait sur les gazons en faveur de Kennedy que des démocrates. Donc, ce qui est c'est assez étonnant quand même. Autre détail en même temps sur un signe assez perceptible du peu d'engouement l'autre jour pour la campagne de Kamala Harris, l'autre jour et les démocrates, j'étais à l'aéroport juste avant de prendre mon vol pour venir en France pour une blague, j'ai acheté une casquette MAGA pour une amie à moi. Et le vendeur me disait, montrer les t-shirts Kamala Harris, il disait, vous voulez pas ça non plus parce que personne n'en veut. Ah, donc, et quand même, l'aéroport de Washington Dulles, qui est vraiment une agglomération de Washington ici, est très, très, très majoritairement démocrate. La plupart des gens, quand même, qui voyagent de manière assez journalière, il y a au moins une moitié de gens qui seraient plutôt sympathisants au Parti démocrate. Donc, en fait, quand même, une espèce de décalage entre ce qu'on observe sur le terrain comparé à des années précédentes. Moi, en 2016, c'était la même chose. Hein. C'était difficile. Il y avait une maison sur deux avait un panneau en faveur de Clinton Kane. Donc, c'est un décalage entre cette espèce de propagande en disant ah là là, mais il y a une joie intense, un engouement intense en faveur de la campagne de Kamala Harris, et puis ce que vous observez sur le terrain. Donc là-dessus c'est un phénomène assez intéressant. C'est Donc, intéressant. Je me permets d'ouvrir une simple petite parenthèse d'ailleurs pour vous poser la question de est-ce que le phénomène du vote barrage aux États-Unis est, on va dire, moins présent peut-être qu'en France, puisque aux États-Unis, on va se dire, voilà, je veux donner mon vote à quelqu'un que j'apprécie, que j'estime, et peut-être que la faible popularité de Kamala Harris fait que on n'a pas envie de se déplacer aux urnes pour elle, pour voter contre Donald Trump. Est-ce que vous diriez cela ou c'est une extrapolation
Non, c'est une très bonne remarque. Je pense que le phénomène barrage a joué à plein en 2020. On ne saura jamais en 2020 exactement. Bon, on sait qu'il y a eu de la fraude, on sait qu'il y a eu du bourrage d'urne, mais on ne saura jamais en fait en 2020 si elle a été décisive. Maintenant, il est clair que dans les tendances électorales de 2020, ça a joué à plein. Euh, la, la, euh, ce qu'on appelle le Trump Derangement Syndrome était en fait l'architecture, la colonne vertébrale de la campagne de Joe Biden en 2020. Ça demeure la colonne vertébrale de la rhétorique démocrate en 2024, mais ça marche moins. Et encore une fois, il faut encore une fois rappeler que Trump ne vient pas de l'électorat traditionnel du Parti républicain. Trump doit son succès en fait à la mobilisation de gens qui soit votaient démocrate, soit ne votaient pas du tout, qui tout d'un coup se sont rendus aux urnes galvanisés par le message de Trump en fait d'opposition aux élites mondialistes. Ça a été il a très très bien su tirer parti de ça pour mobiliser des gens, soit des électeurs démocrates, donc encore une fois, soit des abstentionnistes, soit des indépendants. En 2020, effectivement, il y a eu un rejet de Trump qui était perceptible. Et vous aviez d'ailleurs aussi un certain nombre de signes qui étaient assez amusants d'ailleurs sur les gazons. Le plus drôle pour moi, c'était, vous voyez, un signe qui disait any functioning adult 2020, n'importe quel adulte fonctionnel. Et puis on a eu Biden. Donc, donc, je pense que ça marche beaucoup moins cette année le front antifasciste. Et alors le Parti démocrate a en plus une véritable épine dans le pied avec la question israélienne. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié le choix de Waltz plutôt que celui de Shapiro, en raison d'essayer de la nécessité d'amadouer ce que j'appellerais la gauche de campus, qui est très anti-israélienne, qui est très gagnée par la cause palestinienne et qui déserte le Parti démocrate, qui n'a absolument aucun enthousiasme pour le Parti démocrate. Et en fait, c'est l'idée c'est pour ça que Waltz, qui a eu des positions beaucoup plus trouble, voire pro-palestinienne, a été sélectionné par Kamala Harris pour mobiliser en fait le vote de la gauche de campus, le vote woke, le vote intersectionnel. Enfin, donc voilà, voilà ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Mais en même temps, on voit que Trump progresse en même temps dans des catégories de la population qui étaient acquises aux démocrates. Il progresse notamment énormément au sein de la population des jeunes hommes noirs, progresse énormément au sein de la population latino, qui est de plus en plus majoritairement maintenant pro-Trump. Donc là-dessus, si on prend les tendances lourdes, il paraît très très difficile que le Parti démocrate soit élu. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, ce qu'on voit se réaliser, c'est opération de propagande en disant Kamala Harris, c'est la chose la plus formidable qui soit jamais arrivée en politique américaine. C'est le phénomène le plus intéressant, le plus extraordinaire. Et puis, de l'autre côté, la préparation peut-être d'un bourrage d'urne. On réduit en fait l'avance de Trump dans les vrais sondages, parce que là aussi, on peut même plus faire confiance aux sondages. Il y a des sondages manipulés et des sondages qui, semble-t-il, reflètent la réalité, ceux qu'on ne voit pas. Et vous avez cette idée, on entend très souvent le terme de fraude margin, marge de fraude, où en fait, pour que le Parti républicain puisse, en tout cas, le nouveau parti trumpiste, parvienne à remporter des élections, il faudrait qu'il dépasse en fait, qu'il ait une telle avance qu'il dépasse en fait une marge de fraude. Je rappelle encore une fois, peut-être des petits détails quand même sur la façon dont le vote est organisé aux États-Unis. Et je suis binational, je vote dans deux pays. J'ai aucun doute sur l'intégrité du processus électoral en France. Hein.
j'ai des doutes sur la légitimité des candidats qui sont proposés, mais je n'ai aucun doute sur l'intégrité du processus électoral en France. J'ai tous les doutes possibles sur le processus sur l'intégrité du processus électoral américain. Juste pour simplement un certain nombre de choses, comme le fait qu'il est considéré que une façon de supprimer les votes que de demander des vérifications d'identité lorsqu'on vient se présenter, que le vote ne se passe pas sur une seule journée, en une unité de lieu, de temps, comme ça se passe en France, qui serait en fait une façon de renforcer la confiance dans l'intégrité du processus électoral, mais que c'est devenu une saison électorale. Le vote s'ouvre à peu près 6 semaines maintenant, en tout cas dans l'État du Maryland, avant le jour fatidique. Et puis l'instauration du vote par correspondance, qui est la porte ouverte à toutes les fraudes. Là-dessus, euh, je pense que c'est le joker du Parti démocrate. Je suis désolé avoir été aussi verbeux et aussi long, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses à préciser. Je pense que le bourrage d'urne une des méthodes, un des recours du Parti démocrate. Alors voilà, donc c'est encore très intéressant et évidemment on suivra cette période électorale avec vous et toutes les potentiels risques de fraude. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu dans l'État de Géorgie, je crois, une loi votée pour renforcer la traçabilité de l'élection. Donc on voit Mm. aussi qu'effectivement ce n'est pas du tout une affirmation complotiste de dire que il y a des risques de fraude et que c'est pris au sérieux par certains États. Maintenant, je voudrais vous poser une dernière question concernant Donald Trump et puis on pourra peut-être conclure en parlant de Robert Kennedy Jr. Mais Mhm. imaginons que maintenant voilà, que le parti républicain dépasse ce seuil de fraude, qu'il puisse être élu, que Donald Trump soit élu. Est-ce que vous l'imaginez en position de gouverner? Parce qu'on se rappelle que pendant son mandat, il avait été largement handicapé par son administration qui était encore, pour une certaine partie, acquise au Parti démocrate, ou en tout cas à l'État profond, et qui donc l'avait notamment brimé dans certaines de ses décisions et de ses actions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut avoir le soutien, la main-d'œuvre nécessaire pour mettre une politique qui changerait véritablement voilà, les choses au niveau américain? Ah, c'est une question difficile. Il est difficile de répondre à cette question maintenant, puisque elle est pleine d'inconnus. La première inconnue là-dessus, c'est Donald Trump lui-même. Il nous a quand même fait le coup en 2016 d'être élu sur un message en fait d'opposition aux élites progressistes et mondialistes, etc. Sur un message très anti-technocrate. Et puis la première chose qu'il a faite, c'est de nommer le PDG d'Exxon comme secrétaire d'État, de nommer des néoconservateurs dans toute son administration, des gens comme Michael Bolton, etc. Donc, euh, comme Pompeo. Donc là-dessus, on ne peut pas écarter le fait que Trump, une fois réélu, en fait, dise, bon, bah ça y est, moi j'ai réalisé mon objectif, je suis réélu, j'ai assuré ma revanche contre Biden, et puis maintenant, tout va reprendre son petit bonhomme de chemin, et puis en fait, je vais gouverner comme un républicain de l'establishment. Euh, Ça me paraît assez improbable, cela dit, parce que le Trump de 2024, en fait, est un Trump qui est entouré de gens qui sont d'abord beaucoup plus talentueux et beaucoup plus subversifs. J.D. Vance en est une incarnation. D'ailleurs, il y a une vraie campagne de diabolisation contre J.D. Vance qui est menée de la part des médias mainstream. Donc, je pense qu'il voit le danger de quelqu'un comme J.D. Vance, qui est et alors, l'autre pilier, en fait, précisément de l'équipe de Trump, à mon avis, sur ce point, qui pourrait présager que cette fois-ci, il fasse effectivement, qu'il réalise effectivement un certain nombre de ses promesses, c'est Vivek Ramaswamy. C'est d'ailleurs très intéressant parce que Vivek Ramaswamy est un ami de J.D. Vance. Ils sont allés à la fac de droit ensemble et tous les deux enfin, J.D. Vance est le sénateur de l'Ohio et Vivek Ramaswamy vit dans l'Ohio. Donc, vous avez la filière Ohio, si vous voulez. Et Ramaswamy est vraiment quelqu'un qui vraiment apporte sur le plan des idées, sur le plan des politiques.
Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, même je suis souvent en désaccord, une des choses sur lesquelles Ramaswamy a été très, très clair, c'est un projet ambitieux, en tout cas dans sa campagne pour les primaires, c'est un projet très ambitieux notamment euh, nettoyer les écuries d'Augias de l'administration fédérale. Donc là-dessus, on pourrait voir effectivement vraiment un très 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 gros spoil system s'instituer dans le cadre d'une administration Trump. Puis quand même, il faut se rappeler toutes les humiliations qu'on a fait subir à Donald Trump. Donc cette fois-ci, on peut se demander si effectivement assouvir sa revanche n'irait pas plus loin que simplement la consolation, que simplement le réconfort d'être de nouveau porté à la Maison-Blanche. Donc là-dessus, je pense que ce sera une administration beaucoup plus subversive que ne l'avait été la première administration Trump s'il était réélu. Euh, donc, En tout cas, voilà, ça montre l'intérêt de non seulement de cette campagne, mais du mandat qui va suivre. Et on n'a pas fini de vous inviter pour analyser tout ça, Renaud Bouchard. Je voudrais conclure je vous avec le. remercie beaucoup. Non, non, mais parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Je voudrais conclure avec effectivement le troisième candidat de cette élection, Robert Kennedy Jr., dont la campagne d'ailleurs a un petit peu pâti, je crois, de l'arrivée en liste de Kamala Harris, puisque voilà, avec ce regain de popularité artificielle ou non, en tout cas, il n'a plus beaucoup de place dans les médias. Vous dites qu'il serait peut-être prochainement interviewé par Elon Musk. Est-ce que vous lui voyez un rôle à jouer dans cette campagne? Est-ce que vous pensez qu'il est en mesure, pas forcément d'être élu, mais au moins soit d'apporter des thèmes, soit de jouer peut-être un rôle d'arbitrage entre Donald Trump et Kamala Harris? C'est difficile à dire. Il est clair que lorsque Kennedy a lancé sa candidature, vraiment, on voyait en tout cas. De toute façon, il sera le candidat indépendant le plus fort depuis la candidature indépendante de Ross Perot en 92, hein. Ça, c'est acquis d'avance. Le problème dont souffrait RFK Jr., et là encore une fois, c'est l'effet de l'État démocrate, hein, ou de l'État parti, c'est d'être présent sur le scrutin. Or là-dessus, il est maintenant présent sur le scrutin dans près de 40 États, donc on peut être, je pense que il n'a pas encore dépassé les dates limites pour être présent sur quelques autres États. Donc en fait, on peut penser qu'il sera présent sur le scrutin de la plupart, la très très grande majorité des États. Donc là-dessus, il présente une véritable alternative. La difficulté de lire le phénomène de RFK Jr., c'est la fiabilité des sondages. Encore une fois, on se retrouve dans un moment où on ne peut plus faire confiance dans aucune institution, et je pense que les sondages sont manipulés. En fait, ce qui se passe, c'est que vous aviez avant 2016, en fait, des sondages qui pouvaient être utilisés, une lecture des sondages qui pouvait être utilisée pour favoriser un récit particulier. Je pense que maintenant, vous avez carrément des instituts de sondage qui produisent des résultats assez fallacieux. Donc, ça paraît difficile de lire en fait le phénomène RFK Junior. Vous avez le fait qu'il est complètement déserté par les médias mainstream, mais en même temps, on peut dire que RFK Jr. a mené une campagne là-dessus sur le plan médiatique qui rappellerait un petit peu les innovations de la campagne d'Obama en 2008, où en fait Obama avait construit sa victoire sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, RFK Jr. construit son succès sur une présence de podcast en podcast. Maintenant, le message d'RFK Jr. s'est aussi gommé par rapport au début de sa campagne, et je pense qu'il a énormément souffert de son soutien inconditionnel à Israël, en tout cas de sa ligne absolument sans mesure sur le soutien à Israël, alors que d'un autre côté, RFK Jr. se présentait comme vraiment le candidat de sortie de la guerre perpétuelle. Donc là-dessus, ça a été quand même une contradiction qui lui a aliéné, en tout cas, le vote de la plupart des libertariens, et même lui a aliéné la possibilité d'être le candidat intronisé par le Parti libertarien, qui s'est choisi un autre candidat complètement inconnu.
RFK Jr., ça demeure pour moi la principale inconnue. C'est pourtant, à mon avis, le candidat le plus subversif pour le système. Il est plus subversif que Trump encore, hein. Donc, j'aimerais voir un plus franc succès en faveur d'RFK Jr., clairement, la tendance n'est pas de son côté en ce moment. Encore une fois, c'est un phénomène assez peu lisible. À qui nuit RFK Jr. Au début, en fait, il était assez clair que RFK Jr. nuisait plutôt au Parti démocrate. Euh, Maintenant, ça me paraît assez difficile de savoir si Trump ou Harris a plus à perdre de la présence d'RFK Jr. sur le scrutin. Encore une fois, c'est tout le problème de ne plus avoir, ne serait-ce qu'un embryon de médias mainstream, je dirais, ayant une certaine accusant une certaine objectivité impartiale Mm. dans le cadre de l'élection ou ou en tout cas euh, euh, un temps soit peu rigoureuse avec les faits. Donc là vous avez la présence d'organes de propagande comme les médias mainstream. Le Washington Post, le New York Times sont des organes de propagande, hein. Là-dessus, il faut pas. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Il n'y a pas d'autre terme que de nommer ces médias des médias de propagande. NPR, c'est la même chose. Mais même Fox News, dans une certaine façon, c'est de la propagande. Donc, lorsque vous avez cette perte du repère que constituaient en fait ces médias, vous savez qu'ils pouvaient être prompts à des interventions, à des ingérences, mais lorsque vous avez cette perte de repère et qui n'est pas encore, dont le vide n'est pas comblé par la présence de médias indépendants de réinformation qui fonctionnent avec des moyens moindres, qui sont plus parcellaires, qui sont plus divers. Vous perdez en fait une grille de lecture sur la société et encore une fois, ça rend difficile l'analyse du phénomène de quelqu'un Ouais. comme RFK Jr. Effectivement, c'est très difficilement lisible, vous avez raison, puisque s'il y a une chose qui est certaine, c'est que cette démocratie américaine fonctionne plus que difficilement en ce moment sous l'administration démocrate et sous l'influence de l'État profond. Merci en tout cas beaucoup Renaud Bochard pour vos analyses et vos éclaircissements. Voilà, je pense que c'était un entretien extrêmement riche où on est allé du plus, on va dire, de la campagne la plus directe jusqu'à l'analyse vraiment très profond, notamment sur ce techno, voilà, c'est cette droite techno enthousiaste qui risque de faire parler d'elle encore pendant les prochaines années. Donc merci beaucoup. Je rappelle que vous serez évidemment encore présent cette année sur Toxin, une semaine sur deux, un mardi sur deux, pour voilà, suivre l'actualité et les élections américaines qui vont être évidemment le principal événement de ce début de cette première partie de la rentrée. Donc merci encore. Chers auditeurs, donc c'est la fin de cet entretien très riche. Encore une fois, si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne, mettez des pouces sous cette vidéo puisque c'est notre seule manière d'avancer malgré la censure un peu cachée des algorithmes. Donc voilà, on dépend de vous c'est le choix qu'on a fait en créant Toxin, de dépendre de nos auditeurs pour avancer dans la médiatisation. Donc merci encore et puis rendez-vous demain à 18h pour le dernier entretien de la semaine. Et je vous en dis pas plus, mais ça risque d'être assez explosif. Très bonne soirée et à demain.